C'est dans ce climat de tension extrême entre les deux communautés que le 8 janvier 1961 se déroule le référendum. Une seule question est posée en Algérie comme en métropole. Êtes-vous pour l'autodétermination en Algérie? Une seule question, une seule réponse. Mais un enjeu considérable. C'est le destin de l'Algérie et de tous ses habitants qui se joue en un vote, et chacun en a bien conscience. Vous devez tous participer aux différents votes. L'opinion publique est prête. Plus de 75% de oui en métropole, près de 70% en Algérie. Ces résultats sans appel poussent les ultras de l'Algérie française à agir. Pierre Lagaillarde, l'un des leaders des émeutes des barricades, a échappé à la justice et trouvé refuge dans l'Espagne du dictateur Franco. Il a rejoint un autre jusqu'au-boutiste, le général Salan, interdit de séjour en Algérie sur ordre du président de la République. Ensemble, ils créent un mouvement contre-révolutionnaire et terroriste, l'OAS. L'organisation de l'armée secrète dont l'objectif est de maintenir l'Algérie française. Mais si vous ne régnez, vous vous plaignez toujours. Au même moment, à Alger, le rideau se lève sur une autre histoire. Les bérets verts du premier REP s'emparent du palais du gouvernement, de l'aéroport, de l'hôtel de ville, de la radio. Au petit matin, les généraux Chal, Zeller, Jouot et Salan, arrivés secrètement, prennent possession du siège du gouvernement. C'est le premier acte du putsch que ces hautes figures de l'armée mènent contre le pouvoir politique. L'armée s'est rendue maître du pouvoir en Algérie. Les généraux, je n'en ai pas entendu l'air, je n'ai absolument rien entendu d'anormal. Se passe dans le calme. Devant le danger d'un coup d'État, De Gaulle décide d'appliquer l'article 16 de la Constitution, lui conférant les pleins pouvoirs. Le soir, il revêt son uniforme de général pour parler à la télévision. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Le jour même, à Paris, des bombes ont explosé gare de Lyon et à l'aéroport d'Orly. C'est l'OAS qui signe ces attentats. Tout semble converger vers un coup d'État. Le gouvernement craint une prise d'assaut des parachutistes sur la capitale. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. Les Français font bloc derrière leur président. C'est le destin de la République qui est en train de se jouer à Alger. Et ce destin est entre les mains des 400 000 militaires et appelés du contingent. Quel sera leur choix? Vont-ils suivre les officiers putschistes? La très grande majorité des soldats profondément républicains refusent de participer au coup d'État. Et sans eux, rien n'est possible. Le putsch tourne au fiasco. Et si le général Chal se rend, Salan, lui, prend la fuite. Il retourne à Madrid, d'où il va continuer sa lutte désespérée.
À la tête de l'organisation de l'armée secrète, Salan peut compter sur ses 3000 partisans pour ouvrir un nouveau front. La France va désormais vivre au rythme des attentats de l'OS. Désormais, des Français tuent aveuglément d'autres Français. Et la guerre s'est déplacée de l'Algérie vers la métropole. Le 9 septembre 1961, à Pont-sur-Seine, un attentat manque de tuer le président de la République. La bombe a sauté, mais quelques secondes trop tard. Entre Salan et De Gaulle, c'est désormais une lutte à mort. Les Français excédés craignent le basculement dans une guerre civile. Charles de Gaulle redoute que les violences des manifestations d'Alger ne gagnent la capitale. De plus, de nombreux policiers ont été la cible d'agressions menées par les membres du FLN. Pour maintenir l'ordre, il peut compter sur le préfet de police de Paris, à qui il vient de remettre la croix de commandeur de la Légion d'honneur, Maurice Papon. Il lui donne des consignes strictes. Aucune manifestation algérienne ne sera tolérée. Le préfet décide de soumettre les travailleurs nord-africains à un couvre-feu. Ils n'ont plus le droit de sortir après 20 heures. Pour dénoncer cette interdiction, 30 000 manifestants algériens quittent les bidonvilles de Nanterre et Gennevilliers où ils vivent pour se rassembler à Paris. Le préfet Papon ordonne la dislocation de la manifestation. Une rumeur annonce la mort de plusieurs gendarmes. C'est une manipulation destinée à provoquer une réaction violente. Et un vent de folie s'empare des forces de l'ordre. On ne voyait pas que la police française va me taper dessus. Il marchait sur les femmes, sur les gens, il les tapait. Il y avait des messieurs qui étaient blessés, puis il y en avait qui étaient morts. Comble des violences. Des Algériens sont jetés dans la Seine. Les autorités françaises reconnaîtront officiellement 2 morts. En réalité, il y en aura près d'une centaine.